Bienvenue au Festival Montréal Baroque, festival virtuel 2020. On est ravis d'être avec moi, Susie Napper, et Matthias Maute, et notre invité, Aleks Schürmer. Aleks, why on earth would anyone coming to a Baroque festival be interested in hearing Debussy? The question often posed to me. Look, I think this is, certainly early music. I know it's the Montreal Baroque Festival, but certainly there's been forays beyond that. Are you saying that music that's over 100 years old is old? Yes, that is certainly an uncontroversial take, yes. Certainly, the music from this period, I think we've come to think of this as being modern because it's about as far back as we go in terms of what is new. Mais par exemple, que les gammes pentatoniques, est-ce que c'est quelque chose dans la musique qui fait référence à une période précédente? Mais aussi, c'est pas toujours dans toutes les pièces de Debussy, mais certainement dans les chansons de Bilitis. C'est une pièce qui est déjà inauthentique. C'est quelque chose qui est composé pour prétendre que c'est une musique. Il va falloir que tu nous expliques c'est quoi la pièce dont tu parles. Qu'est-ce que tu as joué? C'est son. Lorsque j'ai joué, je jouais un petit extrait du début, le chant pastoral des chansons de Bilitis. Les chansons de Bilitis, c'est des poèmes, disons, érotiques de Pierre Louis, composés au début des années 1900, qui s'est fait un pseudo-traduction. Donc, il a dit « j'ai découvert ça », mais finalement, il a composé. Et donc, Debussy a mis cette musique qui se veut comme une fake poème du passé, a mis sa musique qui ressemble... Exact. Hein? Et c'était comment au début? Comment est-ce que c'était quoi la performance? Ça, malheureusement, on n'a aucune idée. Ça a été joué une fois. C'était un concert privé dans un journal à Paris. Une espèce d'événement privé dont les deux flûtes, les deux harpes et le céleste qui étaient joués par Debussy même. Donc, on est à Paris, on est dans ce salon privé, il a quelques instruments comme il a des flûtes, harpes, célestes. Et donc, dans ce salon privé, les gens prétextaient, on revenait dans l'Antiquité grecque. C'est ça. Il faisait même, comme nous, on va faire, là, il y a un récitant, mais il y a aussi du monde pour faire des tableaux vivants. Mais ce qui est très, très triste, mais comme plein de choses en musique ancienne, on n'a aucune idée de qu'est-ce que c'était. And I should just explain that Aleks in the real festival was going to prepare us a nightclub and play this piece, and it will be fantastic next year when we see it. Donc on est très, très heureux de déjà pouvoir annoncer que le nightclub aura lieu l'année prochaine. Et cette musique de Debussy jouera alors un rôle central. Et on ne va pas parler trop de ce que ça sera avec la mise en scène, tout ça parce que c'est ça la surprise. Donc c'est vraiment déjà un avant-goût de l'année prochaine. Et ce serait très intéressant de savoir, pour toi comme flûtiste, comme musicien, tu es un il y a très peu de musiciens en musique ancienne qui font cette connexion avec le 19e siècle, le 20e siècle, la musique, la technologie en musique. Tous tes projets incluent des terrains très différents. Donc, pour toi, dans ta vie, comment tu as pu te développer dans cette direction? Bon. Je pense que c'est une partie qui est que j'ai la misère personnellement à juste faire une chose. Je pense que je ne serais pas très, très heureux. Un beau problème. Très, très complète dans la vie de faire que des sonates de Handel. Puis c'est pas pour dénigrer ceux qui aiment faire ça, parce qu'il y a quand même sa place, mais j'ai plutôt l'impression qu'il est peut-être controversé à dire comme quelqu'un en musique ancienne, mais
all music is one thing. C'est Mais tous une seule chose. pourrais-tu nous dire des choses différentes que tu fais? Parce que tu composes, tu joues... C'est ça, je suis compositeur. J'étais formé en flûte moderne, j'étais formé en musique ancienne. C'est sûr, je suis pianiste, je suis artiste, je fais souvent des affaires numériques. Je faisais une résidence à la SAT en 2014, dans leur satosphère. C'est une dôme à 280 degrés. C'est une grande dôme de projection de 80 pieds, je pense, pour créer dans ce qui est des numériques. En fait, ça prédate tout ça, mais quand on scramble un peu pour numériser nos projets, pour avoir un lieu, c'est de quoi que j'ai fait il y a maintenant presque 8 ans. Bon. But tell me, why would you play this flute rather than a chic modern flute? Well, certainly for this repertoire, this flute is from 1880. This is an original flute. How's it different from a modern flute? So how it's different, there's a number of, certainly looking at it, I don't think anyone thinks that this is, other than the fact that it's a bit worse for wear, I mean, it's 150 years old. I don't think there's a lot of things that identifiably from a distance point out that it is an original instrument. Is the bore a different shape? So the primary differences are sort of in how it's made, and which is that it's hand hammered. So nowadays, all instruments, whether they are handmade or not, the tube comes from like a tubing factory that produces tubes. So whether it's platinum, whether it's an extremely expensive thing, it comes from a machine that has computerized to create that. These things were built... It's made with love. Well, this is certainly made with like blood, sweat, and probably tears, right? So to take a sheet of metal, of maillechar, so that's some kind of mixture of silver and lots of poison, things like arsenic, and it's kind of kind of like a luthier putting varnish. It's a little bit of a secret ingredient. And then they hammer these things out until they get them to be a tube, and somewhere in that there is a seam, and all this has been, every part of this has been made by hand. So just the fact that... But is the bore made with a reamer, or...? No, so No. they really Not shape even. this. I guess this is probably more how how historical trumpets were made. Right. So from that point, these kind of instruments lack in power what they gain in internal resonance. So when I play a note on this, I feel it vibrating in the same way that a violin player playing a good violin will feel that resonance in their body. Well, thinking of that, why was the change from wood to metal, and when was the change? So the change from metal? wood to metal happens in the sort of mid to late 19th century. In France, Böhm had said from the start that the inventor of this system, he had said that the ideal thing was the metal body and key mechanism, because it was easy to produce and it was easy to maintain, and then a wood head to produce a nice warm sound. I think, to be rather honest, that the only reason why we kind of made this switch to metal, it was sort of a business decision. So. But it sounds very different. Yes and no. This flute certainly sounds like a 19th century flute. Whether I had a similar one made in wood, it to me wouldn't sound fundamentally different. So it's not entirely the material, but it has a very, very oval embouchure hole, which is really typical of 19th century instruments. Even 18th century instruments have that kind of grenzers and already start to get this kind of oval shape, whereas a modern flute now has a kind of almost square shape. It's to get that sharpness of sound, so it can play really strongly rather than being able to sort of naturally project, because they don't have an internal resonance. Pour toi, comme musicien, quand tu prends une flûte qui est exactement du temps où quand la pièce a été composée, et ça, c'est un aspect ça tombe bien parce que tu as cette flûte, ou c'est quelque chose que tu cherches, de trouver comme une certaine authenticité du son qui change la perception de la musique, ou parce que tu trouves quelque chose dans la musique parce que tu prends un instrument qui est plus proche du son du temps. Est-ce que ça joue un rôle pour toi? C'est certes un mix de ces deux idées-là. Personnellement, je trouve de faire de la musique ancienne
mais d'utiliser les mauvais instruments, je trouve ça un peu illogique. Donc, Why? Well, fundamentally, that's part of the question, right? So if I say I'm going to play music from France from 1740, it seems plausible that I could use a flute from 1730, 1720, 1710 even, from France, because these are instruments that would have, like I have an old instrument and you have an old instrument. People back then didn't just throw them out because... Mais donc, le point, c'est que pour toi, comme musicien, d'avoir cette sensation d'authenticité dans le son, c'est quelque chose qui est important pour toi, parce que pour toi, la musique prend comme une couleur qui serait perdue si on prend un instrument qui n'est pas exactement du même pour temps. Pour moi, c'est une question d'empathie. Donc, que je joue avec n'importe quel instrument, je ne peux pas forcément faire ce que je veux. Je dois, comme... So the instrument parler. is teaching you. Well, it's symbiosis. Influencing you. Yeah, it's Mais donc, symbiosis. combien d'instruments est-ce que tu as à la maison? Parce que là, on a beaucoup de musique à couvrir avec les instruments. Au fond, j'en ai très peu considérant toutes ces choses-là. J'en ai 5 instruments. Donc, j'ai une flûte Renaissance, j'ai une flûte... j'ai 2 flûtes françaises, genre du même atelier, genre des flûtes Naust. Donc, un de genre disons 1690 ou 1700. Un peu plus tardif, donc qui jouera même pour Bach. Donc, c'est de Paris encore, mais de 1720. Puis là, par la suite, c'est des flûtes plus dans l'ère classique romantique et celle-là. Donc, moi, je pense que la façon la plus facile, la plus simple au niveau des métaphores, c'est de penser au niveau des iPhones. If I am a filmmaker and I want to make a period film set in the year 2000, I certainly can't have my characters be using an iPhone from today. This thing did not exist. This is suddenly anachronistic. It brings us out of what we're watching. So if I'm making a period drama where we've gone through and we said this is the kind of socks they wore, we've gone through all the pain to make sure that there's nothing ahistoric, and I wonder, for all things, I don't think you need to have 1,000 instruments. I don't think you need to have like, oh, this is the kind of one they used on Thursdays, so this is music for Fridays. So I don't think it needs to be quite so perverse, but I think as a general idea, I can own an iPhone from 10 years ago that is plausible. But it's impossible for me to own an iPhone that has not yet been invented. Quand tu penses à la musique pour clavier de Jean-Sébastien Bach, il y avait cette tradition, il a comme le clavier bien temporé, qui a été joué durant depuis la mort de Bach jusqu'à aujourd'hui. So that's something... Donc, ça a vraiment changé. Et les gens, au 19e siècle, il n'y avait aucun problème de transporter la musique et jouer ça avec un piano. Mais ça se peut bien que je fais Bach sur les instruments de l'art de Mendelssohn. Ça a été fait. C'était très populaire, c'était parmi les premières revivals, disons. Donc, je peux faire Bach dans le style de Mendelssohn sur les instruments de cette époque, un piano du 19e siècle avec un flûte à plusieurs clés. Mais c'est Bach, oui, mais c'est un peu postmoderne parce que c'est Bach, donc déjà avec la lentille de postmodernisme. Mais purement parlant, on ouvre la porte pour dire qu'à ce moment-là, peu importe ce qu'on fait, à quel moment de l'histoire, c'est un angle correct parce que c'est juste notre réflexion. Dans notre temps, c'est quelque chose. Mon point là-dedans, c'est plus l'idée de l'authenticité qui est comme une fiction qu'on garde. Et je me demande jusqu'à quel degré, pour toi, comme les instruments, c'est important pour pouvoir croire à cette fiction comme musicien. And when you say fiction, we come to this idea of fake, which is in the title of this little program. So, is it all fake? Would you say everything we're doing is fake when we claim to be early musicians? I think to be rather pointed, I think by and large most people in early music now don't necessarily do what the sources say to do. Very often it says do this and it says do not do that. Now, authenticity is a question I think is nebulous, right? Because to me, it's not that there's no such thing as authenticity, but it's that authenticity is perhaps not a singular thing. So another example would be thinking about the Beatles. Are the Beatles a bar band in Hamburg, or are they
the Screaming Girls in Buffalo? Are they psychedelic Ravi Shankar? Are they, on the top? Are they on the rooftop of Abbey Records? Which one? Because it can only be one. You can only pick one. Non, je suis pas d'accord parce qu'à ce moment-là, c'est juste eux autres créent leur musique. Alors à ce moment-là, c'est vraiment rattaché à la création. Nous, on est plus dans la reproduction. Et, mais ça dépend. Parce que toi, tu composes la musique. Non, mais quand je parle de situation quand on joue. Et pour moi, comme personnellement, je trouvais ça toujours intéressant. Jusqu'à quel degré on se permet d'être naïf dans le sens que l'authenticité augmente la couleur de notre rêve qui est projeté par la musique. Ou si on dit, OK, ça c'est vraiment une fiction, une illusion qu'on aime. And then it becomes more of an illusion when we're constantly improvising and ornamenting and transforming the music, which has to be. We can't play what's written on the page, but we can be highly influenced by what we read about what we should be doing or what we see on the page, or be educated by our instruments. Avec Debussy, je crois qu'on n'a pas le choix. Il faut jouer tel qu'écrit. Well, so certainly there's this great moment where the first time that Debussy heard the sonata, sonate pour flûte alto et harpe, and the rehearsal violist did not make it to be the concert violist. Neither did the rehearsal harpist. They were flushed out, and rather unceremoniously, Debussy literally screamed at them, which seems really far from the idea of this lush and pastoral person that we have in our mind, but literally screamed at them for being too free, for not playing precisely what he had wrote. So he was a French Stravinsky. A little bit, yeah. Now, so here's the question too, is as someone who's a composer, and I think, I wrote this, great, but now in some ways I have to cede, unless I'm playing this music, I cede my responsibility. I already did my job. So it's the musician's job to do something with this. Now, I could say I can put modéré, so I can give you an idea that I could be really precise and say it should be noir égale 47.2. I could say something very specific. But ultimately, it's the musician who's supposed to, the interprète, that's literally in the title. They are supposed to interpret what I wrote. Le Festival Montréal Baroque a fait un peu sa signature de jouer avec les éléments de la musique pour justement souligner cet aspect de liberté, d'une approche qui inclut notre vision personnelle, sans seulement être fixé sur ce que le compositeur pourrait avoir dit. Maintenant, pour toi, quand tu joues cette musique de Debussy, alors tu sais que le compositeur est très strict avec l'exécution de ce qu'il a écrit. C'est dur. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? C'est dur de balancer ces deux choses-là, de donner un certain respect à la matériel, de me laisser être informé par les normes de l'époque, par les instruments eux-mêmes. Je dis, I'll play louder here. I can't. It doesn't want to. This instrument will not do that. Donc, c'est pas juste ce que je veux. Puis, si je dis, I want to do this, il n'y a rien qui m'empêche non plus que ça soit joué par un quatuor de saxophone. Puis, autant que ça soit bien joué, je dis, est-ce que c'est pire que ce que Debussy aura suggéré? Pas forcément, ça serait juste différent. But I think where I do wonder about why, so if I don't care that much about authenticity, or at least in this very broad umbrella sense of what this term could mean, let's say slurred pairs. In the time of Mozart, we say they really mean the second one is less, and they're kind of short. But the number of times I've been in rehearsals and said, let's really do this, we're not doing it, and someone says to me, but that's not really what they meant. Now, that's a bit of a cop-out, right? What does that mean? Why did they not mean that? Why did they write this and publish it? Why is it written in music? Why did we go through this effort? Ça veut dire que les sources, on les prend comme défi pour nous-mêmes, plutôt que de suivre nos habitudes. Parce que je veux dire, c'est ça le problème quand quelqu'un dit
OK, c'est écrit, un musicien cite une source et l'autre musicien dit, mais c'est pas comme ça qu'ils l'ont dit, qu'ils l'ont joué à l'époque. Au fond, ce qui veut dire, nous, on a d'autres habitudes, alors nous, on va faire ça selon notre propre routine. Donc à ce moment-là, la source, l'indication du temps devient notre défi de plutôt nous adapter à ce que ça aurait pu être. Et à ce moment-là, je trouve ça enrichit notre vision de la musique, ça enrichit le son parce que c'est quelque chose de différent de notre routine. Et ici, c'est donc l'autre question attachée à ça. Jouer la musique de Debussy avec des instruments d'époque, donc du 19e siècle, avec les idées du 19e siècle, c'est toujours quand même assez rare de nos jours. Parce que nous, on coupe la pomme toujours en deux. Il y a les instruments à l'ancienne du 18e siècle. Après, on tombe tout de suite dans l'autre panier avec les instruments modernes. Donc là, avec ce projet, Debussy, avec une mise en scène dont on ne va rien dire parce que les gens vont la voir l'année prochaine. Musicalement, donc, tu te situes exactement entre les deux. Et donc, pour toi, est-ce que artistiquement, c'est quelque chose où tu penses il faut inventer beaucoup parce que c'est comme un nouveau terrain, on ne sait pas beaucoup, parce qu'il y a moins de recherche. Pour toi, l'approche artistique se passe comment? Certainly what I think is seemingly a blessing, which is the fact that there are historical recordings. So the one thing in early music is it's always, no matter how many of these giant treatises you read, you know, they give you all these pointed things, and they said, but of course always Bach use... didn't record his entire piano music? you know, I did work years ago, I worked at HMV record store. They used to sell things like that in stores. And I had a client who came in and was looking for complete Mozart sonatas and was like literally screaming at me, who didn't understand why we didn't have, and I was like, there's like hundreds of different recordings here. And he was like, no, you don't got Mozart playing it. And he's like, and I was like, that's from like the 1700s. And he was like, he goes, what, they didn't got record players back then? So yeah, okay, that's a whole other issue. But no, we finally get to a period where we go, wow, we have, whether it's piano rolls or whether it's wax cylinder recordings, you know, this music is from already 1901. So by this point, we do have like rudimentary recordings. Now a lot of them sound and tons more literature to read about it. But the problem is that, and you know, certainly Bruce does talk about this in the end of early music, about how the early recording technologies changed how people played because it didn't sound good. So they had to play differently. They had to play for the recording rather than how they would play. So now you have this kind of donc, tu fais référence comme le piano qui est comme une machine qui approche ou éloigne le piano du micro pour qu'il ait des effets de dynamique. Il y a des choses vraiment bizarres et absurdes. Yeah, certainly these questions about using the use of vibrato, you know, the fact that these recording technologies certainly did not have a wide range of like sound spectrum, so we have these really compressed things sound really tinny, everything sounds more or less terrible. Par exemple, pour toi comme musicien, donc ce que tu fais là, c'est vraiment extraordinaire et très excitant et très beau d'ailleurs quand tu joues, le son est très chaleureux, très riche en couleurs. Oui. Maintenant, par exemple, si dans le milieu musical, tout le monde jouait des flûtes de 1880, tout le monde jouait cette musique, pour toi comme artiste, à ce moment-là, est-ce que ça te pousserait plutôt à faire prendre une autre approche parce que tout le monde le fait déjà ou ça joue aucun rôle dans tes démarches artistiques? C'est dur c'est tellement hypothétique parce que c'est rare que des choses que je m'intéresse que des autres personnes trouvent qui ont des valeurs. On a eu cet effet en musique baroque parce que là, il y a 40 ans, il y avait quelques noms qui développaient comme Bart Keuken a révolutionné le jeu de la flûte traversière. Maintenant, il y a des milliers de Bart Keuken. Alors là, il faut aller ailleurs. Et en musique ancienne, on a vu le développement, ça a commencé avec la musique du 18e siècle. Maintenant, on est rendu à la musique du 19e siècle. Parce que même 20e. Oui, les gens veulent aller plus loin. C'est juste une question personnelle. Combien ça joue un rôle pour toi d'être différent des autres ou pour toi, c'est pas vraiment un aspect important? I think in some senses, just already being like a queer artist, I think that just makes me different to begin with. So I think that it's hard to imagine how I would, if everyone else was the same as me. Honestly, I have no idea. It's an interesting question, but I don't know how totally to answer that. I think it's not that an aim to be different. It's more that
for instance, there have been since, the Bruggen, Leonhardt, Köken era, how many recordings of the St. Matthew Passion? A lot. I don't know how many specifically, but several. Every year we do it, and every year it's more or less the same. There are these examples of, Mendelssohn's version, which has clarinets and has the cellos doing double stops as the organ recits. These really fascinating things. You go, well, what would that be like? How is it like to play Bach in the style of Mendelssohn? So now we're going to use portamento. Now we're going to maybe slur over bar lines. We're not going to be so concerned with the norms of Baroque music. It's, I think, more just for interest's sake, because it's for me. Why would I want to do it the way that there's so many great recordings that already sound like that? Ça veut dire parce que quelque chose de rare devient plus avant-garde, parce que c'est une avance du mainstream de notre propre temps. Mais c'est aussi que le temps s'avance. Donc ceux qui étaient vieux, ceux qui étaient récents il y a 50 ans, mais c'est plus tant récent. Il y a en 1990, 19, que la famille Köken s'est endisquée Debussy sur instruments originaux, puis ils sont fait la peine de dire ce n'est pas un album historique. Autant qu'on dit sur instrument d'époque. Donc on met le timbre, l'étiquette, it's official. Mais pourtant, ils respectaient aucunement les normes de ça, de cette époque. Puis Sigiswald disait qu'il faut même pas. Parce qu'il n'y a rien qui sépare nous autres et les gens en fait, si on recule jusqu'aux révolutions françaises, ça c'est le seul élément qui coupe. Sinon, toi, tu sais exactement les pensées de Beethoven, de Mozart, même de Bach. On peut reculer jusqu'à le début de l'histoire. Le seul événement socioculturel qui a cassé la file droite depuis le début de temps, it's the French Revolution. That's certainly so absurd. L'invention du téléphone cellulaire. Well, look, just the fact that now we were talking about this, that like all these things that have happened just in the past 3 months, how drastically the world has changed, and to assume that it's 100 years ago, it's the same thing. And thinking of that, have you been playing Syrinx during this pandemic? Would you like to play it for us now? Oui. I certainly can. I think this is something that probably will always be in flux. Just exactly this piece where we don't totally know, it's considered this really important piece, and yet it was, there's no original manuscript of it. The closest thing that we find is probably in the hand of the flute player. There's a lot of questions about what this actually means. So when I want to be free, then I hear the voice of Debussy screaming at me. When I want to play it kind of straight and exactly as it is, I think of all the people from that period who most certainly would not have played it like that. And then somewhere in there I have to think, Cher festivalier, alors Aleks Schürmer qui nous joue Debussy Syrinx, une grande pièce de la littérature pour flûte. Donc je devrais au fond préciser que ça s'appelle vraiment la flûte de Pan, mais que probable c'est ses éditeurs qui l'ont changé parce qu'il y avait déjà une chanson d'une mélodie vocale qui s'appelait la flûte de Pan de Debussy, donc ils trouvaient ça confondant. Donc après sa mort, ils l'ont publié. Puis ils l'ont changé. C'était juste publié en 1927, je pense. C'est vraiment tardif pour une pièce. Bon, on va voir qu'est-ce que ça donne.